Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Vous le savez, c'est la petite tradition de l'été, pendant que vous vous apprêtez peut-être à faire un barbecue, à vous réunir, à rentrer de la plage, et que vous avez laissé traîner l'oreille sur Sud Radio pendant les grands débats de l'été, avec les différents sujets. Ce matin, c'était cette histoire de limitation de piscine. Puis on a eu la potentielle idée qui apparemment revient dans les oreilles de François Bayrou, qui est la suppression du jour férié. Et puis, il y a eu les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux avec cette volonté, oui ou non, parce que c'est une déclaration du président de la République, Emmanuel Macron, qui a dit que la Commission européenne avait laissé la liberté aux États membres. Oui, un moment d'imposer un âge peut-être pour limiter l'accès aux réseaux sociaux. Et figurez-vous qu'au 0826 300 300, grâce au camarade Manu qui est un as, c'est Gabriel qui nous a appelé. Bonjour Gabriel. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir appelés. C'est un débat en effet qu'on a eu sur Sud Radio durant la matinée sur un moment, une limite d'âge pour utiliser les réseaux sociaux. Est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose qu'il nous faut? Est-ce que c'est une direction qu'on doit prendre? Moi, je suis totalement pour qu'on interdise les réseaux sociaux à moins de 15 ans. L'interdiction totale? Oui, et puis en connaissance de cause, puisque je suis professionnelle, que je connais les risques, et que je me suis faite un peu happer parce que j'ai laissé les réseaux sociaux à mon fils, parce que je pense qu'il faut vivre avec sa génération, mais que je pense qu'on est vite dépassé. Quand on dit les cordonniers les plus mal chaussés, j'en suis le cas totalement. Et je pense que si des parents sont mal informés et qu'il y a un manque d'éducation et d'accompagnement pour les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dangereux. Et je crois qu'on en voit un peu les dérives chaque jour. Et je pense que c'est pas adapté. D'ailleurs, on voit bien même pour les adultes, il devrait y avoir un accompagnement. On voit à quel point les adultes se lâchent derrière leurs écrans sur les réseaux sociaux. Oui. Je pense que les enfants n'ont pas la même maturité. Alors enfin, ça me fait un peu mal de le dire parce que les adultes en manquent terriblement aussi. Ouais, ça c'est pas faux. Mais Gabriel, excusez-moi, quand tout à l'heure vous disiez que vous étiez une professionnelle des réseaux sociaux, vous travaillez dans ce secteur, vous êtes professeur, qu'est-ce que vous faites? Alors voilà, j'ai été animatrice pendant 16 ans et accompagnatrice, donc j'étais promeneur du net. Donc j'étais vraiment spécialisée pour accompagner les jeunes sur les réseaux sociaux et pour pouvoir... Et c'était quoi leur premier comportement face à ça, puisque vous les accompagnez? Ils étaient quoi? C'était vraiment de la découverte ou assez naturellement ils allaient un peu vers des contenus interdits? Ils étaient mis face à ces contenus interdits, c'est-à-dire les vidéos à caractère pornographique, les vidéos violentes, les insultes? On est complètement dans ça et je vais vous dire, même j'intervenais dans les écoles élémentaires, donc avec des enfants de CM1, CM2, donc 9-10 ans, et tous avaient vu des images pornographiques. À 10 ans. Et une grande peur même, donc des actes sexuels. Et donc autant vous dire que quand on voit ça à 9-10 ans et qu'après on associe l'amour et la sexualité à des images pornographiques, ça a des impacts terribles. Et ces enfants n'en parlent pas à leurs parents parce qu'ils ont honte, ou ils tombent dessus par hasard, ou ils tombent sur les réseaux sociaux et donc ils se font leur propre interprétation et ça crée des vrais traumatismes réellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Gabriel, parce que c'est quand même fascinant, vous étiez chargé d'accompagner les enfants, vous alliez dans la classe, là vous dites qu'à 10 ans ils avaient déjà été confrontés à des vidéos à caractère pornographique ou très violentes, mais comment ils vous le disaient? C'est-à-dire que vous posiez la question, ou alors ils venaient vous voir après votre cours, après votre sensibilisation? Oui. Alors, non, c'était vraiment pendant la sensibilisation. Donc moi, je prenais 12 enfants maximum. Oui. Et donc, c'était vraiment... il y avait beaucoup de complicité, de bienveillance et de confiance. Donc, du coup, c'était vraiment d'une manière... Ils étaient à l'aise avec vous? Ils étaient très à l'aise. Et donc, du coup, j'en parlais vraiment avec des mots d'enfant. Et donc, du coup, ils se confiaient. Ils se confiaient et je leur mettais bien en avant que ce n'était pas leur faute, que c'est et donc je posais la question. Je disais mais qui c'est qui a déjà vu des images un peu olé qui vous a un peu et bon je vous raconte pas quoi. C'était vraiment monstrueux. Il y avait un petit garçon, je vais vous dire mot pour mot parce qu'après tout il faut que les gens soient choqués un petit peu parce que c'est la réalité. Il y a un enfant qui me disait mais moi j'ai vu un monsieur et une dame, ils faisaient l'amour et c'était très fort, il lui faisait mal et donc j'expliquais, j'associais un peu vous savez au film d'horreur. Je disais, mais vous savez, si on est producteur d'un film d'horreur, qu'est-ce qu'on va mettre pour faire peur? Alors, genre, on va mettre de la musique, on va pardon Gabriel, dans les explications que vous nous donnez dans la franchise, vous parlez vrai, bien sûr, sur Sud Radio, mais il y a quand même un sujet. À 10 ans, à quel moment on a accès aux réseaux sociaux, à Internet? C'était quoi? Ils allaient sur le téléphone des parents? Ah non, ils avaient leur propre téléphone, avaient leurs propres réseaux sociaux. Ah oui, mais même beaucoup plus tôt.
Mais beaucoup plus tôt. J'ai eu à 8 ans, j'ai eu à 7 ans. C'est un cauchemar, réellement. Et je crois que d'ailleurs la prévention, elle se fait pas à l'adolescence. Pour moi, réellement, et j'en suis convaincue à 3000% de par mon expérience, la prévention se fait dès l'école élémentaire. Dès l'école élémentaire. Parce qu'on parle des réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Donc dès l'école élémentaire, par exemple, vous êtes, pour ceux qui ont plaidé dans les dernières semaines, par exemple, Gabriel, à une véritable sensibilisation, à des cours peut-être pour utiliser les réseaux sociaux ? Ah, complètement. Ouais. Moi, vous savez, quand mon fils a voulu avoir les réseaux sociaux, donc à l'entrée au collège, je lui ai dit, tu n'auras les réseaux sociaux que si je te fais cette formation qui dure 4 heures à peu près. Et c'est une formation donc qui parle des vrais dangers sur les réseaux sociaux. Donc on parle de la pédophilie, on parle de sa propre image, on sensibilise. On prévient. On prévient et on ne laisserait pas notre enfant sur une place dans une grande ville tout seul avec des inconnus. Eh ben, je crois que c'est exactement la même chose. C'est qu'on doit parler des vrais risques à nos enfants pour que quand ils arrivent sur les réseaux sociaux, ils sachent à quoi ils peuvent se confronter. Et je dis pas que mon fils est protégé de tout. Mais en tout cas, il a peut-être des bases que beaucoup d'autres enfants n'ont pas. Merci beaucoup, Gabriel, d'avoir été avec nous et de nous avoir appelé au 0826 300 300. Merci beaucoup et merci aussi du travail que vous faites parce qu'en effet, dans le contexte, il est plus que nécessaire et fier de vous avoir parmi les auditrices de Sud Radio. Merci à vous. Dans quelques instants, vous allez voir une bonne nouvelle. Vous allez voir que maintenant, vous avez sans doute entendu parler de cette maladie. On peut soigner ça, et c'est en France, on peut soigner ça par des ultrasons. C'est-à-dire que quand l'aorte se resserre, ça touche 8 personnes sur 10, passé 75 ans. À partir de là, on peut la soigner uniquement par des ultrasons. Ça a été mis au point par une entreprise et des professeurs français. Emmanuel Messa, chef du service de médecine vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou, et Mathieu Pernaud, physicien, qui a aidé, et cette entreprise s'appelle CardiaWave. C'est une bonne nouvelle et on a décidé de vous en parler. Il est 12h15 sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et si vous faisiez halte au bord de l'étang de Thau, véritable lagune près de Sète, à la terrasse du Saint-Barth à Marseillan, offrez-vous un plateau de fruits de mer accompagné d'un verre de Listel. Listel, frais, délicat, un vin gris venu du sud. À l'horizon, son terroir, riche de soleil et de vent marin, baigné par une étendue d'eau azur. Listel, les saveurs de Méditerranée depuis 140 ans. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Chez Poltron et Sofa, ce sont les doubles soldes, double économie. Avec 50% de remise plus 20% supplémentaires sur la collection été. Et comme il s'agit de double soldes, je répète, 50% de remise plus 20% supplémentaires. Mais ça se termine le mardi 22 juillet. Poltron et Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. Uniquement des canapés de qualité, vérifiez conditions en magasin. Blastblock.fr. Lorsque le ciel devient orange et que les braises approchent de votre habitation, chaque seconde compte. Inventée en France et conçue pour le monde entier, la rampe d'aspersion Hydrodome signée BlastBlock crée une barrière d'eau à 360 degrés autour de votre toit. Celle-ci permet de stopper les braises et feux approchant de votre maison. Protégez votre propriété des risques de feux de forêt et de végétation avec un système qui agit avant l'arrivée des secours. Pour tout savoir, blastblock.fr. Total Énergie présente. Super promo électricité de Total Énergie. Point d'exclamation. Papa, tu parles à ton téléphone là ? Chut, je dicte un message pour un pote. Jusqu'à 150 € offerts. Tu me fatigues. 3 petits points. Avec l'offre Heure Éco pour toute nouvelle souscription, profitez d'une remise de 10% sur le prix hors taxe du kilowattheure pendant 1 an par rapport au tarif réglementé et d'une remise jusqu'à 150 € après 18 mois d'ancienneté. Appelez le 3099. Offre soumise à condition pour toute nouvelle souscription. Remise de 150 € versée en différé pour les 100 000 premiers nouveaux clients. Détails sur totalenergie.fr. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Qu'est-ce qui vous fait aimer le trail ? C'est de transpirer sur des chemins escarpés puis faire une pause bien méritée en contemplant la beauté des éléments ? Par contre, là, faut y retourner, hein. Ça fait 1 heure que vous contemplez. Chez Decathlon, on parie que vous allez adorer le confort de ces chaussures. Cette semaine, les chaussures de trail running Salomon Supera hommes et femmes sont à 69,99 € au lieu de 99,99 €, soit 30% de réduction. Decathlon, élu marque préférée des Français dans la catégorie enseigne de sport. Carrefour. Quand vous me dites « le coca pour moi, c'est sans sucre », eh bien je vous réponds que pour 2 produits Coca-Cola sans sucre achetés, le 3e est offert. Et c'est valable sur tout Coca-Cola sans sucre. Alors rendez-vous jusqu'au 27 juillet chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On est dans la dernière ligne droite de ce 10-13 avec une très bonne nouvelle dont on voulait vous parler ici sur Sud Radio. Et si tout d'un coup, les ultrasons réparaient les cœurs? C'est en tout cas le pari fou qu'a fait cette entreprise française qui s'appelle CardiaWaves et qui cherche à mettre en ce moment un dispositif médical de thérapeutie ultrasonore, donc par les ultrasons, pour permettre de traiter en particulier les problèmes de rétrécissement aortique. On appelle ça la sténose aortique. Et une personne sur 8 après 75 ans est touchée. C'est un rétrécissement de la valve de l'aorte. Ça touche énormément de monde, près de 2 millions de personnes en Europe. C'est colossal. Et j'accueille avec grand plaisir le professeur Emmanuel Messas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du service de médecine vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou, cofondateur justement de cette entreprise CardiaWaves, et Mathieu Pernaut, physicien et cofondateur de CardiaWaves également. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux. Vous êtes vraiment au cœur de ce projet. Avant, bien sûr, qu'on rentre dans les détails, comment, lorsque vous vous êtes rencontrés, que vous avez commencé à échanger, vous avez vu la nécessité de penser qu'il y avait un moyen de soigner cette sténose aortique qui touche énormément de gens, qui n'étaient soignés que par la chirurgie lourde, qui plus est par les ultrasons. Racontez-nous votre cheminement intellectuel pour arriver jusque-là. Tout à fait, c'est une très très bonne question. En fait, moi j'avais fait 2 années de recherche à Boston au Mass General, à l'hôpital, et on avait une réunion une fois par mois avec le MIT, le fameux MIT qui nous donnait des nouveautés de technologie, et nous on donnait des problèmes de cardiologie, et on arrivait à trouver que ces innovations technologiques permettaient d'améliorer les choses au niveau cardiologique. En rentrant en France, à l'hôpital Pompidou, j'ai donc contacté ces physiciens de l'École supérieure physique chimie industrielle de Paris, qui a une très longue tradition de prix Nobel de physique, Pierre et Marie Curie, Paul Langevin, et qui sont des leaders mondiaux en ultrasons. Et l'idée, c'était de se dire peut-être qu'on peut effectivement réparer cette valve aortique qui est la porte entre le cœur et l'ensemble de l'organisme. Pour le faire, parce que là, le cœur va bien, et on est obligé de faire de la chirurgie cardiaque, de remplacer la valve, d'arrêter le cœur, une circulation extracorporelle, oui, simplement que vous apprêtiez à trouver un traitement pour, là, on va dire, un petit problème, ce que vous disiez, enfin, un petit problème, parce que ça ne concerne qu'une valve, mais qui demandait, on va dire, un mode opératoire extrêmement lourd. C'était pratiquement de l'opération à cœur ouvert. Ça demandait énormément de pratique. C'est une opération à cœur ouvert, c'est ça? C'est une opération à cœur ouvert. Quand on dit cœur ouvert, c'est-à-dire que vous êtes obligé d'ouvrir le thorax et de faire ce qu'on appelle une circulation. Du bloc. Absolument. Et une circulation extracorporelle. Vous arrêtez le cœur du patient et vous avez un cœur externe qui prend le relais. Vous enlevez tout le sang qui est dans le cœur et vous remplacez la valve. Puis, il y a eu des avancées grâce au professeur Alain Cribier en 2002, qui a permis de remplacer cette valve, cette fois-ci de façon interventionnelle, sans ouvrir le cœur, simplement en passant par les voies naturelles, qui sont les artères fémorales, l'aorte, et d'arriver à remplacer cette valve. Mais là encore, c'est un geste invasif. Or, comme vous l'avez dit, cette maladie, c'est une maladie du patient âgé. Et la plupart du temps, les patients ont plus de 70 ans, plus de 75 ans, et donc ils sont avec beaucoup de comorbidités, beaucoup d'autres maladies, et avoir un geste invasif n'est pas anodin. Et alors comment se fait le duo avec le physicien Mathieu Pernaut, que j'aimerais qu'on entende également sur ce projet-là, comment le médecin et le physicien s'entraident pour réussir à mettre au point vraiment une technologie extrêmement précise et extrêmement novatrice? Oui, alors on s'est rencontrés donc pour trouver une solution à ce problème très très important en utilisant une solution qui vient de la physique des ondes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est issu de la recherche fondamentale, la recherche à l'INSERM, le SPCI, APHP, le CNRS. Et donc on a eu l'idée avec Emmanuel d'utiliser des ultrasons et d'envoyer les ultrasons et d'apprendre à les envoyer de manière très précise sur la valve, de manière à ramollir, avec des ondes de très forte intensité, ramollir la valve localement. Et donc on va envoyer en fait ces impulsions qui sont très courtes, ultrasons qu'on va répéter pendant le traitement, et au bout d'un certain temps en fait on va avoir une action mécanique sur la valve. Et donc ça c'est une vraie révolution parce que c'est la première fois qu'on arrive à agir de manière complètement non invasive sur une valve aortique. Et on rappelle que le dispositif de thérapie justement non invasif par ultrason que vous êtes en train de nous décrire est à ce jour exclusivement pour des investigations cliniques, c'est-à-dire en phase de test. Comment réagissent le monde médical à cette nouveauté, même les patients? Quels sont les premiers retours concrets que vous avez? On a eu des très très bons retours. Premièrement, on a pu publier les 40 premiers patients de la plus grande
Oui, on a eu de très bons retours parce qu'on a déjà pu publier les premiers 40 patients dans la plus grande revue médicale mondiale, le Lancet. Et on a eu en plus la chance d'avoir dans notre comité scientifique le professeur Alain Cribier, qui lui avait inventé, comme je vous l'ai dit, le TAVI, c'est-à-dire remplacer la valve par voie interventionnelle. Moi je reçois des emails un peu du monde entier où les patients, bien sûr, veulent au moins essayer cette technique non invasive pour voir si c'est efficace ou pas. Et après, bien sûr, si c'est pas suffisant, ouvrir aux autres possibilités. Donc, véritablement, on a eu un accueil assez chaleureux de cette nouvelle technologie. Quels sont les différents... Mais comme vous l'avez dit... Oui. Allez-y, qui est en cours, bien sûr, d'études cliniques, qui est en cours d'études cliniques. Justement, professeur Emmanuel Message, chef du service de médecine vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou, vous êtes aussi le cofondateur, en même temps que Mathieu Pernaut, physicien de CardiaWave, justement cette société qui développe. Qu'est-ce qui vous manque pour que ce soit généralisé, pour que ceux qui nous écoutent se disent... C'est super, je risque peut-être d'être atteint par cette maladie, mais si j'apprends qu'il n'y a pas besoin de passer par une chirurgie à cœur ouvert ou une autre opération lourde, ça vaut peut-être le coup de le traiter dans les plus brefs délais. Quelles sont les étapes qui vous manquent ? Alors là, on a ce qu'on appelle une demande du marquage CE, vous savez, pour que tout dispositif médical puisse rentrer dans l'espace clinique, il faut le marquage CE. Et quand on a ce marquage CE, alors on va pouvoir mettre à disposition cette machine dans tous les grands centres hospitaliers pour que eux-mêmes fassent leur propre étude, leur propre évaluation de la machine sur différents types de patients. Je veux insister, bien sûr, ici, on n'est pas là en train de remplacer la chirurgie cardiaque ou remplacer le TAVI, qui sont des techniques tout à fait formidables et extraordinaires et qui ont permis de sauver des milliers et des millions de patients. Non, on essaye de proposer une troisième alternative pour certains groupes de patients, peut-être les moins sévères au début, c'est-à-dire ceux qui sont pas encore susceptibles d'avoir une intervention, chez qui on peut peut-être reculer le moment de l'intervention en disant attention, parce qu'il faut savoir que c'est un processus progressif. Oui. Et donc les gens ont parfois un rétrécissement qui est au début modéré, puis moyen, et puis devient sévère. Or, l'intervention de chirurgie, pour l'instant, ou de TAVI, n'est que pour les patients sévères. Et donc l'idée, ce serait peut-être, et d'ailleurs on a une étude qui va commencer, sur ces patients moins sévères. Et donc d'aller mettre des ultrasons pour peut-être éviter qu'ils deviennent sévères ou reculer le temps qu'ils deviennent sévères pour éviter ou pour reculer la date de l'intervention, qui est une intervention risquée, et qui en plus, la plupart du temps maintenant, est mis avec ce qu'on appelle une bioprothèse, dont la durée de vie est de 10-15 ans. Donc, si on peut reculer un peu ce moment de l'intervention, ça aura un avantage pour le patient. Et effectivement, comme vous l'avez dit, d'ailleurs, tous les patients actuels qu'on a fait, c'était des patients sévères, mais qui étaient contre-indiqués ou qui étaient non recommandés à la chirurgie et au TAVI, et donc ils n'avaient plus aucune alternative thérapeutique. Une dernière question, Emmanuel Messas et Mathieu Pernaut. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler tous les deux sur des ultrasons qui pourraient potentiellement améliorer la vie de centaines de milliers, voire de millions de personnes qui sont peut-être atteints par des troubles comme celui dont on est en train de parler, de la sténose aortique, c'est-à-dire où les ultrasons pourraient apporter vraiment une phase révolutionnaire dans la médecine? Oui, tout à fait. Alors cette technologie, elle a de nombreuses applications, et donc avec Emmanuel et CardiaWave, on est en train de travailler sur une autre indication, qui est le traitement des thromboses veineuses profondes, dans lesquelles, vous savez, on a un problème de caillot sanguin qui vient boucher une veine. Et aujourd'hui, très peu de méthodes qui permettent vraiment de traiter cette maladie. Et on est en train d'évaluer cette technologie pour aller recanaliser, en fait déboucher en fait la veine de manière complètement non invasive, sans avoir à ouvrir ou à intervenir de façon invasive. Et donc, c'est des travaux qui sont très prometteurs et qui sont bien avancés. Et on espère pouvoir faire une première preuve de concept sur l'homme, pour ensuite développer cette nouvelle technologie et la disséminer en clinique. Extraordinaire. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Message, chef du service de médecine vasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou, cofondateur de CardiaWaves, et Mathieu Pernaut, physicien, cofondateur également de CardiaWaves. Merci à tous les deux d'avoir mis vos talents et votre intelligence au service de ces ultrasons qui demain pourront réparer les cœurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avant de rejoindre Marc Toiti, l'économiste, pour faire le bilan et des annonces, on va essayer de faire un peu les voyants. Écoutez, branchez-vous, je vous en supplie, sur l'application Sud Radio ou sur le site internet de Sud Radio, parce que Marc Toiti a le plus beau t-shirt du monde. France, dit-il, ce n'est pas sérieux. Comme ça, vous avez le ton de la conversation qui va suivre pendant une demi-heure. Mais juste avant ça, mon cher Joseph, vous avez eu un problème de parking. On a tenté de vous retenir en otage, ce qui est quand même totalement scandaleux. Effectivement, ça arrive. Ça arrive. Avec vous, chaque jour après-midi, on fait le tour du tour avec vos 3 mots. Et aujourd'hui, les 3 mots, c'est repos,
Prime et Français. Repos. Oui, exactement. Alors repos tout d'abord parce que les coureurs du Tour de France sont actuellement au repos aujourd'hui. Alors 10 jours bien remplis. Habituellement, ce jour de repos, il est placé le lundi, mais fête nationale oblige. Ils ont roulé hier et c'est aujourd'hui qu'ils peuvent un peu se reposer. Et savez-vous ce que fait un coureur du Tour de France quand il est au repos? Je ne veux pas savoir la réponse, mais dites-moi. Il roule. Il roule. Voilà. Il part rouler aussi. Exactement. Exactement. Le deuxième mot, mon cher Joseph, c'est le mot prime. Ouais, prime parce qu'il y en a un certain nombre de distribués pendant le Tour de France. Il y a quand même une question d'argent dans tout ça, bien évidemment. C'est du cyclisme professionnel. Et comme il est de coutume lors des journées de repos, ASO, l'organisateur du Tour de France, a dévoilé les bilans de ces primes qui ont été distribuées. 50 000 € pour UAE. Alors c'est l'équipe de Tadej Pogacar, le leader du classement général, qui a déjà gagné 2 étapes et est terminé deuxième de 2 fois de 2 étapes. 47 000 € pour la Team Visma de Jonas Vingegaard. Première équipe française, la Groupama FDJ, 10 000 € environ. On rappelle que c'est 11 000 € pour une victoire d'étape, 5 500 € pour la deuxième et 2 800 € pour la troisième place. Il y a 400 000 € de primes qui ont été distribuées en tout pour commencer. Ça commence à faire un peu d'argent de poche. Ouais, un petit peu, et on termine par le mot français, Joseph. Ouais, français, car on peut faire le bilan après 10 jours de course et on peut dire que le bilan il est plutôt mitigé, Maxime. Aucune victoire d'étape hier, ils étaient 8 dans l'échappée, personne ne l'a emporté. On a Lenny Martinez qui a fait un joli numéro, qui a terminé 8e en s'arrachant. Il a quand même le maillot à poids sur les épaules, mais le truc c'est que ça va être quand même assez compliqué de le conserver, ce maillot à poids. Il va en faire un objectif, mais Tadej Pogacar arrive et sans le vouloir, il va peut-être l'avoir. Kevin Vauquelin en plus a perdu sa 3e place au classement général, il a un peu dégringolé et malheureusement ça devrait continuer pour lui à sortir du top 10, en tout cas rester dans le top 10, ça va être compliqué. Tout le monde fait de son mieux, on va pas se mentir, personne n'est vraiment à blâmer là-dedans, mais personne malheureusement n'est assez fort pour gagner. Bref, c'est pas un mauvais début de Tour de France, mais c'est pas non plus un très bon début de Tour de France. On pourrait terminer ce Tour de France en faisant la grimace. On va croiser les doigts, les encourager sur le bord des routes et devant la télévision, en commençant par demain notamment avec l'étape du côté de Toulouse. Et vos pronos, comme d'habitude pour terminer, Joseph? Ouais, alors malheureusement, je vais pas mentir, ça, j'ai pas tapé dedans dans le mille hier, mais on va dire que c'était pas loin parce que j'ai mis une échappée victorieuse, ça a été le cas, mais pas avec le bon parce que c'est Simones qui a gagné. J'avais dit Lenny Martinez qui a terminé finalement 8e. Ça arrive à des gens très bien. Merci beaucoup, Joseph, et faites attention à ces parkings ravageurs qui veulent kidnapper ces salariés. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Merci. On vous retrouve comme d'habitude après midi pour le tour du tour. Dans quelques instants, le camarade Marc Toiti, que vous avez l'habitude d'entendre sur cette antenne. Vous connaissez son franc-parler, son expertise. Il va nous dire si oui ou non le gouvernement, l'État et donc François Bayrou, qui parle à partir de 16h pour annoncer la piste des 40 milliards d'économies, va dans la bonne direction ou au contraire s'il faut faire marche arrière tout de suite parce que non, le redressement du navire France n'est pas pour tout de suite. Marc Toiti dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.